Bonjour et bienvenue sur cet épisode de Maîtrise ta vie, un podcast où l'on échange avec des sophrologues et des professionnels des métiers du mieux-être, corps, âme et esprit. Je suis Dina, passionnée par le mieux-être, la spiritualité et l'ésotérisme. Tous les dimanches, tu découvriras un nouveau professionnel qui abordera sa pratique et bien plus encore. Si ces thématiques t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner pour en découvrir toujours plus. Nathalie Moraldo, sophrologue à Marseille, va nous expliquer aujourd'hui ce qu'est l'EMDR et son application avec les enfants. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Nathalie et merci beaucoup d'être là aujourd'hui avec moi pour échanger autour de l'EMDR avec les enfants. Nathalie, pouvez-vous présenter un petit peu votre parcours jusqu'à la découverte de la sophrologie et de l'EMDR? Alors, je pratique la sophrologie depuis 15 ans en cabinet. Et mon parcours, je suis venue à la sophrologie tout naturellement parce que je suis issue d'une famille très ouverte aux médecines douces et j'ai pratiqué la méditation étant très jeune, étant enfant d'ailleurs, D'accord. dans la pratique des arts martiaux. Ah oui, donc peut-être qu'à l'époque déjà, c'était pas très courant en fait Non. d'être ouvert à toutes ces pratiques-là. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on en entend de plus en plus parler, mais peut-être qu'à l'époque, c'était déjà avant-gardiste. Oui, en fait, c'était de la méditation qui était proposée à la fin des cours de karaté. Et lorsque j'étais enfant, donc je faisais ces exercices qui étaient un peu durs pour moi. Et puis, ça a été une ressource et je me suis naturellement tournée vers la discipline de la sophrologie parce que j'y avais trouvé, on va dire, du réconfort et des ressources. J'avais pu développer des ressources depuis mon enfance en pratiquant la méditation. D'accord, donc étant enfant, vous aviez déjà remarqué les bienfaits que ça vous procurait, quoi. Oui, ça m'apaisait, mais ça paraissait un peu difficile à mettre en pratique par rapport à c'était la méditation zazen. Alors, quand on est enfant, il faut inspirer, expirer, faire le vide. Alors, j'avais l'impression de ne pas y arriver, mais ça a été tout au long de ma vie une ressource importante et c'est un fil conducteur en fait qui m'a emmenée à la sophrologie par la suite. D'accord. Et le MDR est arrivé à vous comment? Alors, le MDR, c'est une pratique qui correspond en fait à une régulation émotionnelle et je me suis formée à l'EMDR dans ma formation de sophroanalyste. D'accord. Donc, ce sont des exercices qui sont faits sur une situation où l'enfant rencontre une difficulté. Admettons, si l'enfant rencontre une difficulté de sommeil ou une difficulté émotionnelle, il va m'expliquer en fait dans quelles circonstances sa difficulté, comment ça se passe pour lui et en lui faisant évoquer mentalement la situation où il a par exemple peur du noir, peur des monstres, en lui faisant évoquer la situation. L'enfant s'installe sur le fauteuil du cabinet et en fait ce sont des tapotements. Soit l'enfant réalise lui-même ses tapotements, soit s'il est d'accord, je peux les réaliser avec lui, je peux l'aider. Et c'est une succession de tapotements qui vont avoir pour conséquence une régulation émotionnelle durable, en fait. Donc, les effets sont rapides et durables pour les problématiques, notamment de sommeil et de peur. D'accord. Le MDR a l'air assez proche de la technique de l'EFT. Quelle est la différence entre les deux techniques? Alors, l'EFT, ce sont des tapotements en fait qui vont se faire. On peut pratiquer aussi l'EFT sur les enfants, sur la partie droite du corps. Donc, pour en fait réguler l'émotion dans la partie droite du corps, puis dans la partie gauche, avec le MDR, donc soit on va travailler avec les yeux, si l'enfant parvient à suivre les yeux et à penser en même temps à la situation qui est difficile à supporter pour lui. Sinon, les tapotements sont plus faciles parce qu'à ce moment-là, il peut fermer les yeux et donc il s'agit là d'une simple concentration qui est plus facile à réaliser pour l'enfant. Le résultat est le même, mais après, c'est le protocole qui est différent. Mais la régulation émotionnelle sera aussi efficace avec une méthode ou avec l'autre méthode. Du coup, le MDR, concrètement, comment se passe une séance de MDR?
Alors, une séance de MDR avec un enfant, dans un premier temps, bien sûr, le parent donc accompagne l'enfant et donne. C'est important aussi que j'ai le point de vue de la difficulté rencontrée du point de vue du parent, parce que ça va aider l'enfant quand même à verbaliser. Ça, c'est très important sur le démarrage de la consultation. Et puis, alors l'enfant, soit il explique son objectif ou la difficulté qu'il rencontre, soit j'utilise des cartes, par exemple les cartes créatives de Lise Bartoli, qui sont en fait des cartes du héros qui permettent à l'enfant donc de raconter une histoire. Et cette histoire, en fait, c'est l'histoire de la difficulté qu'il ou qu'elle rencontre. Donc, l'enfant a un objectif et en fait, on évalue avec l'enfant son inconfort ou son stress sur 10. 10 sur 10 étant le maximum, 5 étant moyen et 0 pas du tout. Et ça me permet, moi, de diriger la séance et d'accompagner jusqu'à ce que le stress ou l'émotion négative soit vraiment apaisée. Et à la fin de la séance, donc son émotion, elle est durablement régulée, ça ne revient pas. D'accord. Donc, même s'il est confronté à nouveau à alors, Alors, il arrive sur des peurs, par exemple, sur des peurs liées on va dire, à des difficultés comme des traumatismes importants. Il est possible que la peur lâche complètement et qu'elle revienne quelques mois après. À ce moment-là, si l'enfant ressent le besoin, on peut la retravailler s'il y a une réémergence de cette émotion ou de ce stress. Ouais, quoi qu'il en soit, on ressent vraiment le avant la séance et après la séance, quoi. Absolument. Il y a vraiment une évolution qui est très positive et qui est assez durable si la difficulté est récente, en fait, ou s'il n'y a pas eu des traumatismes trop intenses. Ok, donc c'est lié également à l'ancienneté de la difficulté. Et si elle est prise à temps, elle peut être d'accord. Oui, c'est lié surtout à l'intensité des traumatismes qui ont pu créer cette peur. Si c'est une peur légère liée au fait, par exemple, que l'enfant a regardé un film qui lui a fait peur, ça va lâcher rapidement. S'il y a voilà, un drame familial qui s'est joué, ça va être tout à fait autre chose et ça va être bien sûr plus long à travailler. Mais en tout cas, les résultats, les solutions sont possibles et l'enfant peut se sentir mieux. D'accord. À partir de quel âge est-ce que cette méthode peut être pratiquée? À peu près à partir de 5 ans. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'à partir de 5 ans, il peut le faire? C'est une histoire de concentration, Alors, à partir de 5 ans, en fait, l'enfant, il va parvenir à élaborer mentalement son souvenir, à l'exprimer, et il va pouvoir, il va réussir à se concentrer dessus, en fait. Mais par contre, ces exercices, je les pratique sur des plus petits, sur des nourrissons, par exemple, sur des difficultés d'endormissement, et ça marche aussi bien. D'accord. Ouais, Mm. impressionnant. Donc du coup, c'est vous qui appliquez les tapotements et qui, Oui, tout à fait, oui, oui. Ou le parent, ça dépend. Le parent, bien sûr, si c'est un nourrisson, va rester en séance. Par contre, si c'est un enfant, bien entendu, je vais demander aux parents et à l'enfant leur consentement. Et il est préférable que je voie l'enfant seul, individuellement, pour le temps de la pratique de MDR. d'accord, pour pouvoir vraiment laisser l'enfant s'exprimer sans regard, Tout à fait. d'accord. Les problématiques qui peuvent être traitées par le MDR, c'est essentiellement donc des traumatismes, enfin tout ce qui est lié un peu à l'émotionnel uniquement ou est-ce que, Alors, mm. Alors, ça peut être du traumatisme, mais ça peut. Alors, par exemple, bon, voilà, sur un enfant dont les parents se sont séparés, par exemple, donc ça peut l'aider à être plus calme. Donc, ça peut traiter les peurs. Mais alors, ça fonctionne bien aussi sur le rapport à l'alimentation. Donc, parce qu'il y a des enfants qui ont peur de certains aliments, par exemple les légumes. Et, j'ai beaucoup de demandes qui vont dans ce sens. Et donc, les peurs peuvent se calmer. Et donc, l'enfant peut être plus ouvert à déguster des aliments qui vont être bons pour sa santé. et est-ce qu'il y a, enfin, j'imaginais par exemple, donc la phobie des araignées. Est-ce qu'il y Oui. a vraiment un trait commun qui fait qu'une certaine phobie arrive chez des enfants?
Alors, la phobie des araignées peut être traitée par cette méthode de l'EMDR. Il n'y a pas une raison générale à cette phobie, c'est juste la peur qui se positionne sur cet animal-là, en fait. Et donc, il y a des origines qui peuvent être diverses. Et on est parfois avec des peurs, ou est-ce qu'elles se créent au fur et à mesure de notre vie? Alors, de mon point de vue, les peurs, elles se créent in utero. Déjà, en fonction des circonstances, donc l'enfant, il va déjà être dans une ambiance où il va ressentir déjà beaucoup de choses. Et puis, au fur et à mesure de ses expériences de vie, sur des situations où il peut ressentir de l'insécurité. Et l'insécurité, pour un enfant, quelquefois, ça peut être quelque chose qui paraît vraiment pas important pour un adulte. Ça peut être un camarade, par exemple, qui ne lui a pas dit bonjour. Ou, voilà, les événements ne sont pas forcément détectés par les adultes comme traumatiques, mais du point de vue de l'enfant, ça peut l'être parce qu'il a une représentation du monde qui est différente que celle de l'adulte. Et du coup, peut-être qu'après, une fois adulte, ces phobies-là, ces peurs-là continuent à grossir, et tout ça lié à cette, petite, quand on est enfant, ça reste quand même une grande peur, une grande blessure. Donc, les choses peuvent s'empirer, et tout ça, au départ, c'est cette peur-là étant enfant, et les couches viennent s'ajouter au fur et à mesure. Oui, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une accumulation de peurs dans l'histoire de l'enfant et qui peuvent demeurer à l'état adulte, puisqu'on a bien à l'intérieur de nous notre enfant intérieur. Donc, il est toujours là, en fait, et c'est lui qui souvent nous fait avoir des comportements qui ne sont pas très, on va dire, compréhensibles, parce que c'est souvent irrationnel. Et ça vient souvent des blessures, effectivement, qui sont anciennes et qui sont liées à l'enfance. Quand vous dites que certaines blessures se créent donc dans le ventre de la mère, donc on porte notre enfant, on vit des expériences qui nous impactent nous, et donc du coup, l'enfant peut potentiellement être impacté également par ce que l'on vit. Heu, Comment est-ce que vous savez que cette peur-là, n'est pas liée à son vécu à lui, mais qui est liée à la grossesse, en fait, à la période où il était dans le ventre de sa mère? Alors, cette information, je la détiens par mon expérience en tant que thérapeute, parce que je pratique le rebirth, en fait, sur les adultes. D'accord. Et donc, on peut, grâce à la méthode du rebirth, faire se libérer des mémoires de la vie intra-utérine, des peurs justement de cette période-là de la vie intra-utérine. Mais ce sont des pratiques, là, cette fois, qui sont destinées aux adultes. D'accord. Et donc, quand on part des peurs de l'adulte, pour désactiver ces peurs, pour les calmer, si vous voulez, ça va souvent chercher son origine dans la vie intra-utérine, en fait. D'accord. Alors ça, voilà, c'est un point de vue de thérapeute, et c'est par rapport à mon expérience. Est-ce qu'il y a des contre-indications, pour le MDR, que ce soit physique ou psychique? Alors, bien sûr que si l'enfant est suivi par un pédopsie, à ce moment-là, je vais demander le diagnostic et m'entretenir avec le médecin pour savoir si, de son point de vue, il est souhaitable ou pas de pratiquer cette méthode. Donc, il y a très peu de cas d'enfants que je suis qui sont suivis également par des pédopsies, mais à ce moment-là, il peut y avoir un échange, et si l'enfant, par exemple, je ne sais pas, peut-être sur des cas de troubles autistiques, peut-être il y a des enfants qui ne souhaitent pas être touchés. À ce moment-là, ils peuvent se toucher eux-mêmes. Donc, je peux échanger avec le médecin pour m'assurer que, voilà, que la méthode, elle va être sécure pour l'enfant et que ça va être positif pour lui. Tout à l'heure, vous parliez de cartes par lesquelles vous faisiez exprimer l'enfant, donc l'histoire de ses peurs, de ses traumatismes. Vous avez d'autres outils, du coup, qui peuvent accompagner l'enfant pendant vos séances?
Alors, j'ai deux jeux de cartes. Donc, le premier, ce sont les cartes créatives de Lise Bartoli. En fait, il y a un héros. Le héros rencontre un problème, une difficulté. Il y a un allié, un objet magique. Et avec ces 4 cartes différentes, l'enfant va en fait raconter une histoire. Et c'est intéressant sur les enfants qui ont du mal à verbaliser, parce que comme c'est amusant et que c'est ludique, l'enfant va facilement raconter l'histoire du héros, et ça va être plus engageant que de parler de lui quelquefois. Donc, il y a ce jeu-là. Et puis, il y a un deuxième jeu qui s'appelle les émoticartes, qui sont des cartes sur les émotions de l'enfant. Donc, il y a des cartes sur les émotions positives, sur les émotions plutôt désagréables, et en fait, des exercices de sophrologie qui sont en fait choisis par l'enfant et qu'on met en pratique. Et quand il tire une carte émotionnelle, on discute autour de la colère, de la tristesse, de la peur, de la joie, de l'amour. Et l'enfant, en fait, parvient à concevoir, à comprendre ce que sont les émotions, à quoi ça correspond. Il me donne son expérience, et c'est déjà important pour l'enfant de comprendre quelles sont les différentes émotions. Ne serait-ce que ça, déjà, c'est Ouais. assez fort de comprendre ce que l'on vit. Combien de séances à peu près sont nécessaires? Ça va dépendre du cas forcément. Mais est-ce que par exemple sur les enfants, ça va beaucoup plus vite que sur les adultes? Oui. Alors oui, ça va beaucoup plus vite parce que ce qui a construit la peur, ou ce qui a construit la colère, ou ce qui a construit la tristesse est moins ancien. Donc c'est moins ancré en fait. Donc je constate en effet que ça va beaucoup plus vite, et que les suivis sont beaucoup plus rapides en fait sur les enfants par rapport aux mêmes problématiques traitées chez les adultes. Ça va être beaucoup plus long. Ce travail, il se fait uniquement pendant la séance, ou est-ce qu'en dehors entre 2 séances, il y a du travail? Alors, ce que je donne, en fait, ce sont des supports audio pour que l'enfant apprenne par lui-même à respirer, à se détendre. Donc, l'enfant, il a son support audio, par exemple, avant de dormir, ou dans des situations où il a ressenti du stress. D'accord, donc là, on parle plus de sa problématique à lui, mais on l'amène juste à se détendre un Oui, petit peu, quoi. oui, D'accord, donc tout le travail est fait pendant la séance, et hors de la oui. séance, on se lâche. D'accord. Oui, parce qu'en fait, voilà, comme la sophrologie, c'est quand même s'appuie sur la respiration, sur la détente corporelle. Il est important que l'enfant s'entraîne entre les consultations pour qu'il apprenne à se sentir apaisé, en fait. Et donc, c'est vrai que ça, bon, il y a des enfants qui adorent, et puis il y a des enfants qui sont un peu plus résistants aux entraînements. Après, ils sont libres, mais c'est vrai qu'au plus ils vont s'entraîner entre les consultations, et au plus les résultats seront rapides. Pendant la séance, du coup, donc, vous parlez de la problématique qui est vue lors de la séance. Et comment est-ce que l'enfant, lui, il accepte la méthode? Est-ce que c'est quelque chose qui lui semble ludique, marrant à faire, de se toucher, et du coup, il plonge dedans? En fait, ça se passe plutôt bien, et les enfants accueillent assez favorablement la méthode, parce que je leur explique que la peur va disparaître, va se calmer. Donc, ils ont quand même une motivation à se sentir mieux. Et donc, ils acceptent les exercices qui sont, les exercices sont amusants, hein, ça reste des tapotements très, très doux, et ils aiment bien participer souvent au processus, en fait. Donc, ça se passe plutôt, ils sont plutôt favorables. Je sais que dans le FT, donc les tapotements font que parfois il y a certaines émotions enfouies qui ressortent pendant la séance. Est-ce que c'est le cas là également? On part d'une problématique de base et parfois il y a d'autres choses qui sont soulevées? Oui, ça peut arriver en fait que d'autres souvenirs ou d'autres pensées rappellent d'autres difficultés vécues. Et même pour un enfant, même si son histoire elle est plus courte que celle d'un adulte, eh bien oui, ça peut le ramener à autre chose, tout à fait, en faisant l'exercice.
Au niveau comment ça s'appelle, de l'oculaire, ça va être Mm. des mouvements que vous allez faire avec les yeux ou est-ce que vous avez des outils? J'avais cru voir, enfin, je ne sais pas du tout si c'est de l'EMDR ou pas, mais j'avais vu une émission où il y avait une espèce de bande lumineuse qui faisait, enfin, il y avait une lumière quoi qui bougeait comme Mm. ça. Ça fait partie de l'EMDR ça ou pas du tout? Alors, en effet, il y a des supports différents pour le MDR. Certains praticiens utilisent une baguette, ce qui n'est pas mon cas. En fait, j'utilise soit un stylo, soit mes doigts. Et l'enfant, donc, n'a qu'à fixer le bout des doigts ou le stylo. Mais il existe en effet des méthodes peut-être plus fun, dont j'ignorais la lumière qui bouge, je ne connaissais pas du tout. Il y a aussi la possibilité, avec des sons aussi, de travailler la stimulation bilatérale du cerveau avec des sons. Ça, moi, je ne le pratique pas, mais c'est une variante. D'accord, donc là, le principe enfin, caché derrière tout ça, c'est faire fonctionner les deux cerveaux pour que des choses se Exactement. débloquent d'accord. En fait, cette méthode, elle fonctionne sur les nouveau-nés, sur les petits-enfants et même sur les grands-enfants. D'accord. Donc, ça va être efficace sur tous les enfants. Pour ceux qui ne connaissent pas la sophrologie, donc c'est une pratique qui va permettre à l'enfant de prendre conscience de lui en s'appuyant sur la respiration, sur le fait de porter de l'attention aux différentes parties du corps. Et là, on peut travailler avec le doudou de l'enfant. On fait des exercices avec le doudou de l'enfant. Comme ça, et ça lui permet d'acquérir des réflexes de détente et d'emporter son doudou et de faire ses exercices en étant tout à fait rassuré. Et par exemple, les adultes, enfin, j'imagine moi, par exemple, quand j'ai fait mes premières séances de sophrologie, ce qui m'a marqué, c'est le fait de voir que j'avais pas forcément conscience que mon corps était ici. Pour moi, il était, il était là, hein, mais pas au bon endroit, il n'avait pas la bonne taille et tout ça. Est-ce que les enfants, ils ont déjà un peu plus conscience de leur corps et ils sont déjà un peu plus ancrés dans la terre? Alors, pas forcément. Pas forcément, et il n'y a pas de règle en la matière. Chaque enfant a une perception unique de son propre corps. Et donc, quelquefois, il y a une facilité à ressentir son corps, mais pas toujours. Et la lecture du corps, le fait de laisser se détendre en portant de l'attention et en amenant de la détente avec des visualisations positives sur les différentes parties du corps, les retours sont vraiment très, très, très différents d'un enfant à l'autre. Il n'y a vraiment pas de règle générale là-dessus. Quels étaient les bienfaits que vous avez constatés avec la sophrologie sur les enfants? Alors, ce que j'ai constaté, c'est qu'en effet, au niveau bien-être, il y a de bons résultats vraiment sur la qualité du sommeil. Donc ça, c'est très important. Et sur l'apaisement des peurs. Voilà, c'est deux registres vraiment où la sophrologie et le MDR, et ça peut être un mélange des deux dans la même séance aussi, hein. Donc ça va vraiment aider l'enfant à se sentir tranquille, à être posé. Il y a des enfants actuellement qui ont du mal, par exemple, à se reposer. Les enfants qui sont très intéressés, très actifs. Donc, la sophrologie peut les aider à apprendre à être tranquille à l'intérieur d'eux. Bon, donc ça, c'est vraiment les grands bénéfices. La qualité du sommeil dont vous parlez, Mm. c'est des séances qui ont lieu quelque temps avant le sommeil ou est-ce que des séances faites en début de journée peuvent impacter également la qualité du sommeil? Alors, ça dépend. Ce qui est intéressant, c'est d'écouter par exemple un audio avant de dormir pour un enfant. Ça va vraiment l'aider, ça va l'accompagner à lâcher prise mentalement, physiquement, émotionnellement et à vraiment bien dormir. Ça, c'est un premier point. Mais si une séance de MDR sur le thème du sommeil est réalisée dans la journée, ça va avoir un impact et si on travaille là-dessus, ça va avoir un impact sur toutes les nuits à venir dans le positif, en fait. Les séances avec les enfants, vous les pratiquez en individuel, en groupe? Je sais que par ici, j'ai commencé à entendre qu'il y avait certains sophrologues qui donnaient même Mm. des séances avant le début de la journée à l'école.
Oui, C'est chouette de certains savoir enseignants. Ouais, ouais. que ça s'ouvre de plus en plus. Mm. Alors, moi, ce que je mets en place, c'est uniquement de l'individuel, avec le parent, au moins pour la première séance, qui va aider l'enfant à s'exprimer sur ses besoins. Et ensuite, il y a un temps avec l'enfant que je vois seul, et la séance dure à peu près 45 minutes. D'accord. Ça se Mm. fait uniquement en présentiel ou maintenant en distanciel, ça marche tout aussi bien? Alors, ça marche aussi bien en distanciel, par visio. Ce à quoi je ne m'attendais pas du tout, mais en fait, ils sont tellement habitués, les enfants, finalement, à fonctionner avec les écrans que ça s'applique vraiment bien la thérapie par les mouvements oculaires à la visio. Ça marche aussi bien. Du coup, ça fait combien d'années que vous faites ce métier-là? Vous disiez Alors, que depuis 2008, vous êtes sophrologue. oui, je suis diplômée depuis 2008 et j'ai 2 cabinets. J'en ai un à Marseille, un dans le Vaucluse. Alors, les enfants ne représentent pas la totalité des personnes qui viennent en consultation. C'est à peu près, je dirais, 20 à 30%. Mais je suis des enfants depuis assez longtemps. Et c'est vrai que c'est intéressant que vous ayez sollicité cette interview parce que peu de personnes connaissent l'intérêt de la sophrologie et de l'EMDR pour les enfants. C'est très peu connu, en fait. Ouais, je pense, enfin, j'ai l'impression que ça commence tout juste à s'ouvrir pour les Mm. adultes. Les adultes commencent à accepter ce genre de pratique sur eux et voir les bienfaits que ça leur apporte. Et du coup, ils se disent, ah bah tiens, j'ai un petit pot à côté de moi, peut-être que ça peut finalement lui Absolument. servir aussi, quoi. Mm. Donc ouais, c'est intéressant de voir que ça se développe. Et ouais, même au niveau des écoles, moi, j'entends de plus en plus parler de personnes qui disent que bah, dans l'école de leurs petits, avant de démarrer la journée d'école, ils ont une petite séance de sophrologie et je pense que ça les ramène vraiment à être bien présents dans le cours qui va suivre, quoi. Oui, ça leur fait du bien. Et puis, la sophrologie a aussi un aspect récupérateur. C'est-à-dire que, par exemple, un enfant qui est fatigué, 10 minutes de sophrologie, ça correspond à 1h30 de sommeil, par exemple, sur le plan physiologique. Donc, c'est vrai que de faire des petites pauses de sophrologie, il y a aussi un bénéfice sur la récupération, que l'enfant va être beaucoup plus en forme et beaucoup plus reposé s'il pratique régulièrement la sophrologie. Comme pour les adultes, bien sûr. Et c'est un peu comme du coup la méditation qui, enfin, on peut pratiquer quelques minutes et puis après on a un regain d'énergie et prêt à redémarrer s'il faut derrière. J'ai vu que vous étiez présente sur Facebook. Est-ce que vous avez Oui, d'autres réseaux sociaux? j'ai une séance que je pourrais vous passer sur YouTube qui s'appelle Relaxation par les couleurs. Et les rendez-vous que je propose peuvent être pris sur Doctolib. Ah, j'ai un Insta aussi. Et puis, merci de m'avoir proposé parce que c'est vrai qu'il y a peu de tribunes pour parler de ça et ça peut aider. C'est vraiment une solution pour beaucoup d'enfants, en fait, pour qu'ils se sentent mieux et qu'ils dépassent leurs difficultés. Donc c'est bien d'en parler. Merci d'avoir écouté cet épisode. En description, tu trouveras les différents liens pour suivre ou contacter notre intervenant du jour. Pour me donner ton avis sur cet échange, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Je te retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, je te souhaite une délicieuse semaine. Installez votre corps dans l'immobilité. Observez les parties de votre corps que la respiration fait bouger. Laissez votre rythme respiratoire se ralentir sans forcer. Intéressez-vous au contact de vos pieds avec le sol. Inspirez doucement par vos narines. Observez la température de l'air à l'inspire.
Allongés les expire par la bouche. Observez la température de l'air à l'expire. Laissez votre visage accueillir la détente. Laissez vos mâchoires se détendre. Laissez vos épaules se détendre. Laissez vos bras se détendre. Laissez votre cage thoracique s'assouplir. Laissez votre ventre se détendre. Laissez vos jambes jusqu'au bout des pieds se détendre. Votre respiration est calme et libre. Observez les sensations corporelles quand tout votre corps est détendu. Vous allez approfondir votre niveau de détente grâce au monde lumineux des couleurs. Vous allez imaginer que les couleurs se déplacent d'une partie à l'autre du corps. Laissez venir le rouge au niveau du bas du corps jusqu'au bas-ventre. C'est la couleur de la sécurité. Respirez calmement la couleur rouge. Accueillez maintenant le orange au niveau du ventre, au-dessus du nombril. C'est la couleur des sensations. Respirez la couleur orange. Laissez venir le jaune au niveau du thorax. C'est la couleur de l'affirmation de soi. C'est aussi la couleur des émotions. Respirez la couleur jaune. Accueillez le vert au niveau de la poitrine. C'est la couleur du relationnel. C'est aussi la couleur de la guérison. Respirez la couleur verte. Laissez venir le bleu au niveau de la gorge. C'est la couleur de l'expression de soi. Respirez la couleur bleue. Accueillez maintenant la couleur indigo au niveau de la tête. C'est la couleur de l'écoute intérieure. Respirez la couleur indigo. Laissez venir le violet au-dessus de votre tête. C'est la couleur de l'intuition. Respirez le violet. Maintenant, accueillez le blanc qui se diffuse dans tout votre corps. Appréciez les sensations agréables laissées par l'exercice.
Prenez le temps de vous reprendre au niveau de toute votre musculature. Bougez tout doucement, étirez-vous et ouvrez les yeux avec plaisir.